Bonjour, il est 10 heures, il est 11h05, donc nous allons pouvoir démarrer donc, cette conférence sur le thème de l'innovation technique et d'usage pour les actifs résidentiels comme un levier nécessaire à mobiliser pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Donc cette conférence donc, est la 10e conférence ou prise de parole d'ARPA France depuis ce début 2022. Donc nous avons pris la parole sur plusieurs sujets. Nous avons pris la parole sur le carbone, qui est évidemment aussi un enjeu dans les actifs résidentiels, sur le sujet de la place de la nature, dont il sera un peu question tout à l'heure, et également sur le confort, la santé et le bien-être par l'immobilier, par un webinaire qui a eu lieu il y a 2 semaines. Si vous êtes intéressé par ces questions, je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez l'ensemble de ces prises de parole. Juste quelques éléments d'ordre logistique. Donc, ce webinaire fait l'objet d'un replay. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour des raisons d'ergonomie, vos micros sont coupés, ce qui ne vous empêche pas de nous faire part de vos commentaires ou de vos questions. Et nous vous invitons pour ce faire à utiliser de préférence le module de questions et réponses que vous trouverez en bas à droite de votre barre de commande de Zoom conférence. Euh, Vous pouvez passer la slide suivante. Donc, je vais prendre quelques minutes la parole avant de céder la parole à Catherine Nguyen, directrice de projet sur les sujets d'innovation et de nouveaux usages, qui, au-delà de son expertise, apporte toujours son enthousiasme sur ces sujets de fabrique de la ville et des nouveaux modes de vie et nouveaux modes d'habiter. Peut-être quelques mots en introduction. La raison pour laquelle donc, Arpastrans se mobilise sur cette question, c'est que nous ne sommes pas les seuls, mais nous pensons vraiment que le logement est un élément clé et déterminant pour notre futur et celui de notre société. Et donc, pour cette conférence qu'on vous propose, et notre objectif, c'est de partager avec vous notre vision des moyens d'agir pour répondre aux enjeux de qualité du logement demain. Et là, je reprends un terme de l'AMI qui a été lancé sur le sujet de la qualité du logement. Donc, ce sujet de la qualité du logement, il se manifeste aujourd'hui par plusieurs éléments. D'abord, des études et des enquêtes qui ont été réalisées comme celle d'Idéal ou de Qualitel, qui nous montrent l'ensemble de l'enjeu de bien répondre aux besoins des habitants dans cette production du logement, sur la mobilisation des acteurs académiques et des acteurs publics sur la question, dont l'ordre des architectes, également des rapports qui ont été réalisés, et donc un AMI dont j'ai cité le nom tout à l'heure, et enfin, qui se manifeste aussi par la mobilisation des acteurs privés de la filière de l'immobilier qui nous interrogent sur ces questions, que ce soit sur des sujets de conceptualisation de nouveaux modes et d'actifs résidentiels ou sur des qualités à introduire sur leur cahier des charges déjà existants dans leur portefeuille. Donc, nous avons un enjeu qui est de produire du logement avec un enjeu également de reconstruire la ville sur elle-même avec des transitions que nous vivons, qu'elles soient démographiques, qu'elles soient sociétales ou environnementales. Donc, c'est de ces questions qu'il s'agira aujourd'hui autour d'un agenda qui va être affiché dans la slide suivante, qui sont comment les nouvelles dynamiques sociétales transforment la notion d'habiter, comment l'habitat se conçoit de manière intégrée à la ville, et enfin, comment on allie ces défis qui sont nombreux, qui sont celui aussi de l'environnement et des nouveaux besoins de logement pour un habitat soutenable. Et enfin, on prendra quelques minutes pour vous apporter des éléments sur l'accompagnement et la méthodologie d'Arpas France pour être un acteur à impact positif de ce sujet du logement. Quelques secondes complémentaires de prise de parole avant de céder celle-ci à Catherine. Donc, Arpas Trans, un certain nombre d'entre vous, et nous vous remercions d'être si nombreux à avoir répondu présent à cette conférence, nous connaissent. Donc, malgré tout, quelques mots. Donc, Arpas Trans, notre ambition, c'est d'accompagner les transformations de l'immobilier. Donc, pour ce faire, on déploie un certain nombre d'offres et puis également, nous sommes certifiés Bicorp. Nous avons été la première société certifiée Bicorp et maintenant, nous sommes rejoints par d'autres sociétés immobilières sur ce sujet. Vous pouvez passer la slide suivante. Et donc, notre objectif, c'est de créer un immobilier à impact positif qui répond aux enjeux d'adaptation au changement climatique, dont la transition énergie et carbone, de préserver et de restaurer la biodiversité, de répondre aux enjeux de confort, santé et bien-être, et donc de qualité de vie et d'inclusion, et enfin d'intégrer tous ces éléments dans les transformations digitales et des modes de vie que nous connaissons aujourd'hui.
Slide suivante. Donc, pour ce faire, nous avons 4 pôles métiers qui répondent aujourd'hui de manière conjointe à ces enjeux, qui sont le pôle conseil et innovation, qui prendra la parole aujourd'hui, le design et l'aménagement intérieur, l'immobilier responsable, la biodiversité et la biophilie. Et on voit bien aujourd'hui, par les réponses que nous avons la chance d'apporter à nos clients, c'est qu'il est de plus en plus important d'apporter une vision transversale des enjeux et de pouvoir apporter tous ces éléments, qu'elles soient de la programmation d'usage, la programmation technique, et également des enjeux qui sont liés aux enjeux environnementaux au travers de nos 2 départements, donc qui sont immobilier responsable, biodiversité et biophilie. Slide suivante, on a un petit problème de passage de slide, mais ça va se régler. Concernant le pôle conseil et innovation dont j'évoquais tout à l'heure, vous pouvez passer la slide. Aujourd'hui, on est plus de 100 collaborateurs. On a vraiment des profils pluridisciplinaires donc, qui apportent des angles d'attaque, des angles de vue qui sont complémentaires au projet. Et concernant l'activité conseil et innovation qui prendra la parole aujourd'hui, on accompagne les clients à la fois sur les sujets de stratégie et de schéma directeur, de programmation et de production de nouveaux concepts, également de l'AMO management de projet et sur les sujets digitaux. Ça veut dire qu'on apporte des solutions qui sont à la fois de l'ordre du conseil et la stratégie jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle et le suivi opérationnel de ces projets. Donc, nos périmètres d'intervention, ils sont nombreux. Donc, aujourd'hui, il s'agira de logement. Nous travaillons également sur des équipements publics, sur le sujet des bâtiments tertiaires, également formation et recherche, logistique et industrie. Et aujourd'hui, dans la fabrique de la ville, on voit bien qu'il y a une porosité importante entre l'ensemble de ces actifs. Donc, c'est important pour nous de pouvoir apporter des réflexions sur des sujets qui ne peuvent pas être monofonctionnels, qui sont multifonctionnels et qui répondent aux enjeux des projets urbains. Avec un prisme qui nous permet, grâce à vraiment un prisme d'usage très, très fort, d'aller de l'échelle du territoire jusqu'à l'échelle de l'homme qui occupe son logement, qui occupe son bureau, qui occupe son entrepôt. Enfin, nous avons un accélérateur de start-up. Je ne vais pas m'appesantir parce que Catherine vous en dira quelques mots en citant quelques start-up tout à l'heure. Il était pour nous important de trouver un moyen et un véhicule qui permettent de mettre en relation des solutions innovantes portées par des startups avec le monde de l'immobilier. Et donc, c'était l'objet de la création d'ImmoWell Lab, donc il y a maintenant 6 ans, et qui aujourd'hui regroupe plus de 130 startups qui peuvent vous apporter des solutions en matière de conception, de programmation et d'exploitation sur vos actifs pour intégrer ces enjeux de santé et de bien-être. Enfin, pour refocuser sur le sujet du logement, donc le logement, c'est un sujet qu'on aborde depuis plusieurs années, sur lequel on fait une veille active sur ces sujets. Donc là, vous avez quelques prises de parole que nous vous avons mis sur cette slide. Donc, l'une des dernières, c'était au City by Simi, où Catherine a pris la parole sur l'évolution des modes de vie et l'impact sur les nouvelles dynamiques d'habiter. Nous avons fait également un très joli webinaire sur le co-living et sur les nouvelles formes d'habitat il y a quelques temps. Et enfin, nous avons travaillé sur le sujet des seniors, qui est aujourd'hui un sujet déterminant sur la fabrique du logement. Et donc là aussi, Catherine pourra évoquer quelques éléments dans sa conférence. Donc, Catherine, je vais te laisser reprendre la main et je vous souhaite à tous un agréable moment pour ce webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Je complète juste sur la slide précédente, je reviens une minute. On a également fait un webinaire que vous pouvez retrouver en ligne qui est actif sous et utilisé en Île-de-France, quel avenir, qui se concentre notamment sur la transformation des actifs tertiaires vers du logement, où on parle énormément de réversibilité et de flexibilité. C'est un webinaire qu'on a fait avec Patrick Rubin qui revient plus sur la technique qu'on peut mettre en place sur la conception des logements de demain en ligne avec les enjeux de rénovation actuels. Donc, on va en parler un petit peu aujourd'hui, mais ce webinaire est très complet, donc n'hésitez pas également à aller le voir. Donc, je voulais également revenir sur ce que Gwenaëlle a un petit peu introduit plus tôt, sur notre désir de faire ce webinaire sur la question de l'habitat du futur, parce qu'on parle énormément d'innovation, on parle d'innovation technique, d'innovation sociale, d'usage, mais qu'aujourd'hui, toute avancée technologique n'est pas forcément un progrès humain et qu'on connaît une crise qui est environnementale, sociale, économique, politique, écologique et en certains points même existentielle, puisque
puisqu'on a des incertitudes sur la manière dont on va vivre demain et sur la manière dont va être conçu notre habitat. Et c'est pourquoi on a voulu revenir sur un webinaire qui parle d'innovation, mais qui parle d'innovation avec un visage plutôt humain, pour savoir quelle peut être l'innovation qui est mise au service de l'usager, du collectif et de l'intérêt général, et pas uniquement des innovations techniques et technologiques. Et l'idée, c'est d'explorer aujourd'hui une dimension du logement innovant, mais qui crée de la richesse, de l'emploi, du lien social et du vivre ensemble, tout en s'inscrivant dans un contexte de crise. Donc, pour ce faire, on va mener une réflexion en 3 temps aujourd'hui, qui va être d'abord une exploration des nouvelles dynamiques sociétales et la nouvelle vision de l'habitat en intégrant davantage ces notions de partage et d'hospitalité. Dans un deuxième temps, on va essayer de replacer le logement dans la ville pour savoir comment les services peuvent apporter de l'urbanité et comment est-ce qu'on peut intégrer directement des services au bâti qui vont favoriser l'inclusion, la mixité du public, mais également le développement de la notion de ville harmonieuse. Et ensuite, on va essayer enfin, on va pas essayer, on va voir comment est-ce que ces besoins et cette nouvelle vision du logement peuvent être identifiés comme un déterminant de santé qui est en complète adéquation avec une réponse durable aux enjeux environnementaux auxquels on est soumis. Donc, je vous propose de revenir déjà dans un premier temps sur la notion d'habiter, puisque cette notion d'habiter qu'on utilise tous les jours dans la définition du logement, elle n'est pas forcément évidente. Ça nous paraît quelque chose d'inné ou même ou pas forcément acquis d'habiter, et pourtant on n'habite pas tous de la même manière. Et aujourd'hui, on ne sait pas forcément si on habite par émotion parce qu'on a envie de vivre à un endroit ou par raison par rapport au mode de vie dans lequel on est. Et aujourd'hui, la notion d'habiter, qui était originellement plus liée à la question de l'abri, en fait, elle touche à des questions d'urbanité, d'urbanisation et de mobilité. Et que cette notion d'habiter, en fait, elle s'inscrit dans un monde contemporain qui est en crise et donc en changement permanent. Et elle vient en contradiction, en fait, avec la manière dont on concevait le logement via de l'immobilité, via la propriété, via le patrimoine, via le fait de rester à un seul et même endroit. Aujourd'hui, du coup, cette notion d'habiter, elle vient dans une révolution où on s'adresse à des personnes qui sont mobiles et nomades, et donc qui vient en contradiction avec les termes que j'ai employés avant, qui sont de l'immobilité et de la propriété. Et on va devoir répondre à un vrai besoin de transformation de nos modes de vie qui sont plus du tout sédentarisés et qui viennent en contradiction avec une définition que je suis allée voir de l'INSEE du logement, qui définit le logement aujourd'hui sur une notion qui est tout simplement un local utilisé pour l'habitation, séparé, fermé par des murs et des cloisons, sans communication avec un autre local, sauf avec les parties communes de l'immeuble, indépendant, avec une entrée, avec un accès direct sur l'extérieur, ou les parties communes de l'immeuble. Donc, personnellement, moi, cette notion du logement, je la trouve très restrictive. Et du coup, je vous propose peut-être d'explorer une autre vision du logement aujourd'hui et peut-être de s'essayer de se faire l'exercice de redéfinir cette notion de logement à la fin de cette heure. Pour répondre au logement de demain, il faut déjà revenir sur les défis et les victoires de la conception du logement aujourd'hui. Donc en France, juste un rapide cadre synthétique, on a 37 millions de logements pour 67 millions de Français, donc c'est un logement pour deux, et c'est dans un contexte où on a de plus en plus de décolocation, de déclanement de famille, où les Français vivent de plus en plus de manière individuelle. Et cette notion du coup de un logement pour deux, elle est assez contradictoire avec le nombre de logements disponibles. En plus de ça, on se rend compte que la structuration du logement aujourd'hui, elle est majoritairement individuelle, mais seulement à 56%, dans un contexte où chaque Français aspire encore à la notion de maison avec jardin, et que cette notion de maison individuelle, elle ne va pas se développer par rapport aux enjeux environnementaux dans lesquels on se trouve, et des notions de sobriété foncière. L'autre défi aujourd'hui, c'est que cet accès au logement, il est encore bien trop inégalitaire, puisqu'il y a 8 millions de Français qui se trouvent dans un logement suroccupé, quand on sait que 10% des logements en France sont du logement secondaire et que 8% des logements existants sont encore vacants.
Néanmoins, il est encore nécessaire de rappeler que l'on construit mieux, mais moins, puisque depuis l'après-guerre, on a travaillé sur la notion d'insalubrité et qu'on prend en compte la notion de santé et de sécurité dans la conception du logement, mais que ces logements, ils n'ont jamais cessé de réduire en surface, puisque dans les années 70, où on était à 68 mètres carrés par logement, on passe maintenant à 60 mètres carrés moyens par logement. Et on se rend compte donc qu'on construit mieux, donc de manière plus saine, mais moins de surface. Et donc, c'est en contradiction avec la notion d'intensification des usages qu'on va voir plus loin dans les slides. Alors, je voudrais également revenir sur les impacts de la crise sanitaire et notamment la question de la diversification des usages dans le logement suite à cette crise, hein, qui associe maintenant les notions de travail, d'études, de loisirs et de sport et autres encore. Donc, suite à la crise, on voit qu'il y a 91% des salariés qui étaient en télétravail qui souhaitent désormais maintenir une alternance entre travail à la maison et travail au bureau, et que le logement, désormais, il va intégrer donc un bureau, un espace de travail, là où on va avoir des demandes de surface qui vont être complémentaires pour pouvoir intégrer plus d'usages. Et donc, on a cette notion donc, de construire plus, donc avec plus d'usages, dans moins de mètres carrés. Il y a en fait une tension économique et une tension démographique qui va encore plus s'accentuer et qui donc amène la question de se poser, qui amène la question de se demander quel est le réel besoin qu'on doit intégrer dans le logement. Alors, parmi ces besoins qui ne cessent de varier, on oublie souvent que l'habitat, c'est un lieu de recentrage sur soi et un lieu de bien-être. Donc, on voit qu'il y a 2 personnes sur 3 qui préfèrent passer du temps dans le logement plutôt qu'à l'extérieur, et qu'il y a 37% des Français qui estiment qu'aménager son salon, c'est avant tout s'asseoir confortablement. Donc, il y a vraiment une notion de bien-être chez soi, un peu comme on le voit dans le concept du hygge qui est très développé en Europe du Nord, qui vient dépasser les besoins physiologiques qui étaient à l'origine de la conception du logement, qui était tout simplement de se protéger des risques, auxquels on a ajouté ensuite des déterminants de santé comme le confort acoustique, le confort lumineux et le confort thermique. Dans un deuxième temps, on a associé par exemple les notions d'intimité, de promiscuité et ensuite des usages qu'on a développés lors du confinement mais qui existaient déjà avant grâce à la numérisation, qui vont être par exemple le sport chez soi, le télétravail et ensuite à chacun des attentes qui vont être d'adaptabilité ou des attentes d'espace spécifiques selon les types de publics. Et on se rend compte qu'au final, dans les attentes et les besoins auxquels doit répondre le logement, dans son évolution aujourd'hui, il y a autant de diversité de besoins qu'il y a quasiment de diversité de personnes, et que la conception du logement, même en ciblant certains besoins, elle est très compliquée. Et donc, on va se demander comment est-ce qu'on peut programmer du logement qui va être adapté à tout le monde. Pour répondre à cette question, je pense qu'il est nécessaire de cibler plus précisément les besoins des résidents en replaçant au centre de cette démarche la programmation fonctionnelle, dans la démarche de programmation fonctionnelle, la notion de vulnérabilité. Donc, la vulnérabilité face au logement, elle ne se résume pas aux personnes qui sont considérées comme sans-abri, dans la notion contemporaine de ce que c'est habiter sur laquelle on est revenu au début. Il s'agit plutôt d'avoir une approche qualitative et chronologique des parcours résidentiels. Et cette approche, elle permet d'identifier des situations de vulnérabilité, non plus des publics vulnérables, dans les logements, quel que soit, en fait, pour à peu près tous les publics. Parce que cette situation de vulnérabilité, elle peut se trouver dans des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Donc, si on prend les facteurs exogènes, ça va être ceux qu'on connaît tous, qui sont un manque de logement ou un marché qui n'est pas accessible pour tous, avec une demande de logements sociaux qui est en forte tension, un manque de grande typologie, un manque de logements qui sont accessibles financièrement ou un manque d'adéquation entre l'offre et la demande pour les personnes à mobilité réduite, ou tout simplement un manque d'habitat adapté et plus inclusif. Et des facteurs qui sont endogènes à ces publics qui vont être plus l'isolement spatial, social et psychique. Et cette forme d'isolement, elle se trouve selon plusieurs situations. Déjà, les jeunes et les seniors qu'on
qui sont un public sur lesquels on va revenir. Il peut y avoir également un isolement qui va être lié à, par exemple, un handicap, par exemple, dans le cas de certains publics qui vont se retrouver en résidence-service ou médicalisés, où on a un travail sur la notion d'inclusion de ces espaces dans la ville qui est à mener. Et on va également avoir une notion d'isolement pour des publics plus communs, par exemple des ménages qui sont en situation de grande pauvreté et qui sortent du circuit du logement social, ou des familles monoparentales qui sont exposées à des problèmes, à des problématiques de gestion du quotidien. Donc, à travers cette pratique d'identification des vulnérabilités, on se rend compte qu'on peut travailler sur la nécessité de programmer des espaces qui sont plus inclusifs pour tout type de public et que le logement doit être adaptable pour répondre à cette diversité de situations qu'on peut tous traverser à un moment ou un autre, puisque même les familles, dans des schémas plus classiques, peuvent y être exposées. Et ce logement à géométrie variable, disons, il doit pouvoir proposer des solutions de modularité et de personnalisation pour développer en réalité un habitat qui est vraiment sur mesure. Et cependant, on voit qu'il y a des expériences de cohabitation qui sont souvent intergénérationnelles, qui n'ont pas forcément fonctionné en raison de l'inadéquation des attentes des publics. Parce que si je prends les termes que vous voyez affichés, partage, convivialité, mobilité, intimité, flexibilité, sécurité ou confort, c'est souvent des termes qu'on voit apparaître dans la plupart des projets de résidence et qui paraissent en fait être des termes qui promeuvent une meilleure qualité de vie. Cependant, on voit aussi que ce n'est pas forcément la priorité pour chacun des publics. On va plus rechercher du confort quand on est plutôt senior, on va chercher plutôt de la convivialité quand on est jeune, ou alors de la flexibilité quand on a un ménage qui se transforme avec l'arrivée d'enfants complémentaires ou le départ des enfants qui sont devenus adultes. Et finalement, cette cohabitation qu'on a souvent mis en avant dans la conception des logements récemment, elle n'est pas forcément si évidente que ça. Et cette mutualisation qui fonctionne, qui a un biais de la cohabitation, elle ne s'improvise pas forcément. Et qu'il y a pas mal de points à penser qui vont être les services, le bâti et également cette adéquation entre les communautés. C'est pourquoi, finalement, le logement, il ne se pense pas du tout que sur le bâtiment et il se pense sur une triple dimension que je viens de citer, qui est donc la communauté et ses besoins, sur laquelle on doit travailler plus finement, les espaces bâtis et les infrastructures, donc qui passent par le bâtiment, son programme, mais également les infrastructures digitales et numériques qu'on peut y implémenter, et le service et le territoire, et donc les services qui s'inscrivent dans le territoire et qui répondent à des besoins spécifiques et qui permettent d'ouvrir le bâtiment sur la ville. On va se concentrer d'abord sur le premier point, qui est l'aspect communautaire, et en revenant sur 3 évolutions démographiques majeures, qui sont l'éclatement des cellules familiales, les précarités des jeunes et l'isolement des seniors. On aurait pu en choisir d'autres. On a choisi cela aujourd'hui parce qu'on n'a pas un timing extensif, disons, et que c'est 3 évolutions qui nous paraissent majeures dans la conception de l'habitat de demain. Alors, si je reviens plus précisément sur la notion de spécificité des publics et donc de l'éclatement de la cellule familiale classique, je pense qu'il est nécessaire de rappeler que les familles monoparentales avec enfants, elles ont presque doublé dans ces 10 dernières années, qu'aujourd'hui, il y a un enfant sur 10 qui vit dans une famille recomposée et que la proportion des personnes qui vivent seules, liée tout simplement à la baisse de fréquence de vie de couple, à des séparations plus fréquentes, elle a également augmenté et que passé l'âge de 30 ans, finalement, un couple sur 10 est dans 2 domiciles différents, puisque c'est plus forcément si évident de vivre à 2. C'est pas forcément quelque chose qui est inné, comme j'en parlais au début de cette conférence. Et donc, on voit que c'est des familles à géométrie variable qui se créent et avec des façons d'habiter qui fonctionnent sur des cycles de plus en plus courts, puisque, par exemple, un quart des enfants qui habitent avec un seul des 2 parents font régulièrement la navette entre le domicile des 2 parents. Et en plus de ça, cette recomposition familiale, elle introduit une inégalité économique, puisque les parents isolés vont devoir assumer le coût d'un logement qui est comme celui d'une famille normale, normale, classique, disons, pas éclatée, et vont devoir avoir autant d'espace pour des personnes qui sont à moitié présentes au final.
au final. Et donc, cet ajustement entre la composition du ménage et les revenus, elle reste une équation qui est difficile, voire impossible. Et donc, l'innovation d'usage, là, vient jouer un rôle puisqu'elle va permettre, par exemple, de créer de l'habitat intergénérationnel. Donc, là, on a repris quelques chiffres d'une étude qui a été sortie à partager, où on voit qu'il y a 60% des interrogés de l'étude qui sont prêts à faire une colocation avec des parents célibataires. Et typiquement, c'est un chiffre beaucoup plus important et beaucoup plus prégnant que l'habitat intergénérationnel qu'on a souvent valorisé entre les jeunes et les seniors, mais directement dans la conception et qui n'est pas forcément si évident que ça pour des raisons tout simplement d'acoustique ou d'usage. Là, j'ai pris un exemple d'un projet qui n'a pas été réalisé, malheureusement. C'est une réponse à un concours, au concours Réinventer Paris 2, qui a été porté par Pichet et fait avec So App Architecture et Colonise, avec qui on a fait justement un webinaire il y a quelques années, et qui intègre des appartements avec des typologies variées pour orienter sur la monoparentalité, mais également des espaces complémentaires, par exemple des studios avec un espace adaptable en chambre séparée pour les enfants, un studio avec une chambre partagée ou un appartement de 2 pièces avec une chambre d'enfants séparée, et donc qui permettent vraiment de réduire la contrainte induite par la carte partagée et de recréer en fait des moments d'intimité et de favoriser tout simplement une adéquation entre le revenu et la recomposition des ménages. Le deuxième public qui attire notre attention, c'est les jeunes, puisque l'autonomie résidentielle des jeunes, aujourd'hui, elle est fragile et le parcours résidentiel des jeunes, aujourd'hui, il tend à s'allonger et à être de plus en plus incertain. Puisqu'en 2002, entre 2013, le nombre de jeunes de plus de 25 ans qui sont revenus au domicile parental après décohabitation, donc c'est-à-dire le départ de la cellule familiale, a augmenté de 20%. Et pourtant, les motivations des jeunes pour vivre seuls, elles sont existantes parce qu'ils ont un vrai désir d'intimité, un vrai désir d'espace complémentaire pour construire leurs propres souvenirs et rentrer dans l'âge adulte. Et sauf qu'ils s'inscrivent dans un marché en tension, un marché qui est de plus en plus en tension économique. Et ils ne trouvent tout simplement pas de logement adapté pour eux. Et on observe aujourd'hui qu'il y a 50% des jeunes de moins de 35 ans qui se voient vivre dans des espaces où il y a des communs, donc par exemple dans des logements partagés, donc ça va être par exemple la colocation, la cohabitation, dans des logements coopératifs ou alors dans des foyers logements type résidence étudiante. Au-delà de ce désir-là, ces logements partagés, ils nécessitent une réflexion spécifique pour les jeunes, puisque le logement, c'est un déterminant de santé, aussi pour les jeunes, parce qu'il s'agit de penser toutes les normes de confort, donc acoustique, lumineux, thermique, mais également l'accès à des espaces végétalisés. Ça, c'est assez commun à tous les types de publics, mais également l'accès à des services complémentaires, par exemple, pour faciliter l'insertion professionnelle via des espaces de travail, ou l'accès à une aide pour une meilleure alimentation. Puisqu'on rentre dans l'autonomie, donc il y a des choses qui sont à découvrir, par exemple le fait de se nourrir seul. Et dans les résidences étudiantes, ça peut être justement des actions qui peuvent être mises en place pour aider les jeunes à rentrer de manière saine en autonomie dans la vie. Nous, on a accompagné chez Arpas Trans certains acteurs de résidences étudiantes, notamment Student Factory, qui est la filiale de résidence gérée estudiantine de Vinci Immobilier, pour les aider à définir le concept de leur chaîne, leur programme fonctionnel et également leur programme SMART de l'ensemble de leur résidence. La troisième transition démographique qui attire notre attention, c'est celle de l'augmentation des seniors en France. Donc, il y a en 2050, on aura plus de 44% de 44% de la population qui aura plus de 60 ans. Et donc, se pose la question de tout simplement où vont vivre les seniors plus tard, puisque d'un point de vue économique, on ne peut pas créer des résidences gérées, des résidences servicielles ou des EHPAD qui vont pouvoir accueillir tout le monde. Et donc, se pose la question vraiment de comment est-ce qu'on peut vivre plus longtemps à domicile, chez soi, sans être soumis à des risques de santé ou à des risques d'isolement. Il y a des innovations techniques spécifiques qui permettent de favoriser le maintien chez soi, mais il y a aussi des innovations qui sont plus sociales, des dispositifs d'entraide comme un toit en partage qui a été mis en place par la ville de Paris,
puisque à Paris, il y a énormément de retraités qui vivent seuls et qui disposent de plusieurs chambres disponibles dans leur appartement. Et que, comme on l'a vu auparavant, le marché immobilier pour les jeunes, il est en tension et c'est difficile de se loger, particulièrement à Paris. Et partant de ce constat, il y a des associations parisiennes qui ont donc créé ce dispositif et qui proposent de mettre en relation des jeunes à la recherche d'un logement et de seniors désireux de compagnie ou d'un revenu complémentaire. Et donc, selon la formule choisie, on peut avoir une cohabitation avec une mise à disposition gratuite d'une chambre meublée ou alors une présence régulière d'un jeune le soir, la nuit ou certains week-ends, ou bien la mise à disposition contre d'une chambre meublée, mais contre une indemnité d'occupation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette cohabitation intergénérationnelle dite solidaire, là, elle fonctionne, puisque déjà, elle est basée sur vraiment la volonté de pouvoir avoir quelqu'un de disponible chez soi, de pouvoir réduire l'isolement, et elle facilite réellement l'accès à un logement pour des personnes de moins de 30 ans. Alors, comme je le disais, la cohabitation intergénérationnelle, elle n'est pas forcément évidente. Et dans le cadre de Un toit en partage, les associations ont défini un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, donc qui permet de définir l'organisation de la vie quotidienne compte tenu des demandes et des impératifs de chacun. Et c'est pour ça que ce dispositif intergénérationnel, il est gagnant-gagnant, puisque tout le monde y trouve son compte et que on peut ainsi mettre en place une présence sécurisante de convivialité et d'enrichissement pour les personnes seniors. Alors, attention, néanmoins, comme je le disais, renforcer la solidarité intergénérationnelle par l'habitat, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Ça passe par un cadre législatif, un cadre également de règles, de bonne conduite, de chartes, comme on l'a vu précédemment. Mais ça se pense également tout au long du projet dès la conception, en réfléchissant sur les fonctions qui vont être réellement pouvoir être partagées, les nuisances qui peuvent être causées entre les différents publics, les contraintes, les accès privilégiés à créer. Ça se pense également au niveau de la gestion et de l'exploitation, donc par exemple en mettant à disposition des services complémentaires, en créant des chartes, en mettant à disposition également des locaux qui vont être gérés et dont l'utilité est requestionnée tout au long du projet. Et ça se pense également au niveau de tout ce qui est financement, puisque l'habitat partagé et collaboratif et intergénérationnel, c'est quelque chose qui séduit, mais qui est encore très compliqué à mettre en place. Et donc, on peut rechercher en amont des financements pour aider cette mise en place. Donc, comme je le disais plus tôt, la structuration du logement, elle est à concevoir à travers ce triptyque communauté, espace bâti et services. Et après avoir fait une première synthèse de la méthodologie sur laquelle on peut étudier, avec laquelle on peut étudier les besoins, je vous propose d'aller voir plutôt la manière dont on peut concevoir des espaces pour intégrer ces nouvelles possibilités et identifier ce que offre la digitalisation et ainsi que les innovations techniques au service de ces évolutions sociétales pour tout simplement faire des logements plus adaptables et plus modulables. Alors, dans cette deuxième partie, justement, via ces innovations, on va voir comment est-ce qu'on va créer un habitat qui est plus intégré à la ville. Donc, comme je le disais, à travers les infrastructures et notamment les services. Alors, je pense que on est globalement familiarisé avec le concept de ville dense, qui nous permet de faire des économies d'espace et qui nous permet de lutter contre l'étalement urbain. Mais cette ville plus compacte, elle est également, c'est un ensemble avant tout d'aménités, de commerces et de services qui se pensent à l'échelle de la vie quotidienne sur une notion de proximité. Et cette approche chronotopique qu'on voit de manière très généralisée dans l'aménagement, en réalité, il faut également la penser à l'échelle du bâtiment et du logement, puisqu'il y a bon nombre de logements qui restent vides en journée, tout simplement parce que les occupants réalisent des activités à l'extérieur comme aller travailler ou leurs loisirs. Et ces temps de sous-occupation, ils peuvent être valorisés en jouant sur la chronotopie des lieux, donc à savoir que chaque temporalité peut correspondre à un usage.
Et cette chronotopie et cette intensification des usages, elle suppose donc d'accepter d'ouvrir son logement à des utilisateurs secondaires extérieurs, ce qui va complètement en contradiction avec la manière dont on voit le logement aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne me vois pas forcément ouvrir mon logement à des gens que je ne connais pas pendant la journée, sauf si un cadre défini le permet vraiment et que je sais que je m'inscris dans un cadre à la fois juridique et sécurisé pour pouvoir ouvrir ce logement et que cette ouverture a des vrais apports, soit pour la ville ou même, enfin, et surtout à un titre personnel. Et c'est justement ce que permettent les plateformes d'économie collaborative qui diversifient, qui permettent la diversification de ces usages, par exemple, comme en ouvrant le logement pour qu'il devienne un hôtel via Airbnb, une salle de concert, un bureau ou un restaurant. Et après, c'est un système qui profite à tous, mais qui reste nécessairement encadré et qui permet donc de créer des sources de revenus supplémentaires, de créer un accès à des services complémentaires bien desservis, mais également à créer de la densité et de l'intensité de manière générale pour la ville et les territoires. Et cette diversification des usages au sein du domicile, elle a bien sûr un impact sur l'agencement des logements, puisqu'il s'agira maintenant de trouver des solutions qui permettent de concilier cette palette d'usages avec un lot de problématiques nouvelles, qui sont par exemple comment est-ce qu'on peut louer tout ou partie son logement en préservant l'intimité de l'occupant principal, donc typiquement ce que je disais auparavant, et comment est-ce qu'on peut concilier vie privée et vie professionnelle, par exemple, avec le télétravail. Et ces réponses, elles sont à chercher du côté de la flexibilité, de la modularité, de l'évolutivité, mais aussi de la digitalisation. Et en effet, la digitalisation, elle est au service du confort. Il s'agit de la domotique. Ça, c'est quelque chose qui est déjà plus communément admis puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur ce concept-là. Mais aussi, elle permet tout simplement d'ouvrir le logement à des nouvelles possibilités d'usage puisqu'elle va nourrir l'internalisation des nouveaux usages en permettant l'accès à un nombre croissant de fonctionnalités et de services à partir du moment où on est connecté à Internet. Donc, on l'a vu, ça va être, par exemple, ramener la salle de sport chez soi. Mais comme je le disais plus tôt, ça va être également contribuer à la transformation du logement, donc avec, par exemple, Airbnb ou alors avec Office Riders qui va permettre de transformer son logement temporairement en bureau avec Visite. Donc, c'est une solution qui permet de créer des repas chez soi. Donc, on transforme son logement en restaurant ou alors même en salle de concert avec Sofa Concert. Donc, c'est une solution qui permet d'organiser des concerts chez soi ouverts au public. Et cette digitalisation, aujourd'hui, quand on pense à un programme digital, donc au même titre qu'on pense à un programme fonctionnel en s'interrogeant sur les besoins, maintenant la programmation des bâtiments, elle doit se penser également par une programmation qu'on appelle Figital, donc qui est entre la digitalisation et la construction bâtimentaire. Et on peut la penser selon un triptyque qui va être l'aménagement et la rénovation. Donc comment est-ce qu'on peut mettre des solutions digitales complémentaires qui vont soit inclure des services, mais également, par exemple, faciliter le traitement de questions de santé, donc par exemple avec des capteurs de qualité d'air, une amélioration de la ventilation, mais également à travers la notion d'accessibilité. Donc, par exemple, comment est-ce que via des accès smart, on va pouvoir faciliter l'accès à certains services. Donc, par exemple, faire rentrer des praticiens de santé chez soi lorsqu'on est à mobilité réduite. Ou alors via des services numériques. Donc, par exemple, sur là, la domotique, si on s'oriente plus vers les seniors, par exemple, des capteurs de chute ou des détecteurs de température et autres. Et donc, toutes ces possibilités, toutes ces solutions, elles permettent vraiment d'ouvrir les possibilités du logement. Et si on les pense conjointement à des principes structurants du logement de demain, on peut se rendre compte que la digitalisation, elle permet de créer des logements qui sont modulaires, adaptables, flexibles et évolutifs, et donc qui sont plus adaptés à l'évolution des parcours résidentiels. Donc, le premier cas, ça va être par exemple l'habitat modulable qui est la capacité à faire varier l'agencement intérieur et la distribution du logement en agrandissant certaines pièces ou en réduisant d'autres. Ça va être l'habitat adaptable également, qui permet de designer des formes d'habitat plutôt pour certaines populations plus vulnérables, par exemple des personnes à mobilité réduite. Ça va être également l'habitat flexible, donc qui permet de s'adapter à la diversité des usages possibles. Donc là, ça va plutôt passer par de l'ameublement ou du mobilier qui va être inclus dans le plafond ou dans le sol et qui est plus flexible.
Et enfin, l'habitat évolutif, donc comme on l'a vu tout à l'heure, ça va être par exemple faire varier la taille de son logement en rajoutant une pièce à certains moments. Dans ces innovations techniques donc, qui permettent d'améliorer les parcours résidentiels, on peut prendre l'exemple d'Owi. Donc, c'est une start-up qui a accéléré au sein de notre plateforme ImoWell. Gwenaëlle l'a rapidement évoqué en introduction. Notre plateforme ImoWell Lab, c'est une plateforme d'accélération qu'on a créée en 2015 qui rassemble aujourd'hui 160 startups qui proposent des solutions qui sont dédiées au confort, santé, bien-être par l'immobilier et qui les mettent en relation avec des grands donneurs d'ordre immobiliers, donc soit grands propriétaires, promoteurs, constructeurs, facility managers ou architectes. Et donc, OWI a été accéléré au sein de cette plateforme. C'est une solution maintenant qui a été internalisée par Bouygues Construction, ou Bouygues Immobilier, Bouygues Construction, il me semble. Et qui permet tout simplement de rendre le logement plus flexible. Donc, c'est grâce à des cloisons modulables, elle donne la possibilité à son occupant d'adapter et de transformer son logement aussi souvent qu'il le désire sur des échelles de temps qui peuvent s'adapter au temps long ou au temps du quotidien. Et l'objectif, c'est de permettre à l'habitant d'ouvrir et de fermer des espaces, d'agrandir des pièces ou de faire varier le niveau d'intimité, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cloisons, elles s'installent facilement parce qu'elles ne nécessitent pas de sol ou de plafond technique. Et elles intègrent un système qui permet de raccorder tous les équipements lors de la reconfiguration de l'appartement sans avoir à repenser toute l'installation électrique. Autre exemple d'innovation d'usage collectif grâce à la technologie, ça va être par exemple Abix, qui est également une solution qui est accélérée par notre plateforme ImoWell Lab. Donc, Abix, c'est une plateforme numérique qui permet de co-concevoir un immeuble ou des logements avec les futurs occupants. Donc, c'est une plateforme numérique qui s'intègre à une opération de promotion immobilière classique et qui permet de prendre en compte les souhaits et les besoins spécifiques des futurs habitants en amont d'une opération pour définir le programme, les surfaces et l'agencement des logements. Et en plus de la personnalisation des logements, ce système il permet de réduire les coûts de commercialisation puisque les acquéreurs sont déjà identifiés en amont et on travaille déjà sur le processus de co-construction et de construction de communautés dont on parlait auparavant en créant des temps d'échange entre les futurs résidents et donc une meilleure cohésion et un meilleur vivre ensemble. Et cette innovation technique, elle trouve son pendant administratif dans une juridiction qui a évolué en ce sens également, puisqu'on peut rappeler que la loi Allure, elle a officialisé ce glissement en permettant aux bailleurs publics de prendre des parts à hauteur de 30% dans les sociétés d'habitat participatif, et que le format d'habitat participatif peut s'appuyer sur des solutions comme Abix pour faciliter la conception de leurs projets. Donc, on l'a vu, les innovations techniques et d'usage, elles s'inscrivent dans une évolution de l'approche des besoins et de la manière de concevoir les espaces bâtis et les infrastructures. Et maintenant, il s'agit d'approfondir, on va approfondir le troisième pilier, qui est également permis par la digitalisation et la transformation des modèles immobiliers, qui est l'inclusion des services pour intégrer au logement une réponse à des enjeux plus territorialisés. Donc aujourd'hui, grâce aux services complémentaires, on peut voir le logement comme un véritable hub de vie. Donc, auparavant, lorsqu'on pensait la conception du logement, on était principalement sur vraiment cette dimension 4 murs et des espaces communs séparés. Et finalement, aujourd'hui, le logement, ça devient un pilier au sein de la conception de la ville qui va proposer des services qui sont ouverts à des résidents, mais également ouverts au reste du quartier. Donc, ça va passer par des rez-de-chaussée actifs, des espaces médicalisés, des parcours sportifs et de santé, des locaux associatifs. Des offres de mobilité qui peuvent être ouvertes sur le quartier, de la conciergerie, de la plateforme de vote pour, par exemple, imaginer de manière collégiale et collective ce que l'on veut mettre dans les rez-de-chaussée actifs, une monnaie locale ou encore des jardins partagés. Et toutes ces solutions, elles se trouvent dans notre plateforme d'innovation, ImoWell Lab. Et je vais me concentrer plus principalement sur les réseaux de voisinage, puisque à travers les services mis en place, on se rend compte qu'on a énormément de demandes sur ces réseaux de voisinage, puisque le local et la proximité sont quelque chose qui sont fortement valorisés et recherchés par les résidents. Aujourd'hui, on a près de 2 tiers des Français qui recherchent une intensification des relations entre les habitants des quartiers et qui plébiscitent les services d'entraide entre voisins,
Et c'est par exemple quelque chose qu'on peut mettre en place via des solutions digitales comme Smile, qu'on a également accéléré au sein de notre plateforme Immowell Lab, qui permet de faciliter le partage, l'entraide, la collaboration entre les voisins et l'animation de vie de quartier. Et donc, ça passe tout simplement par la création d'événements, de trocs, de lancement de sondages, de partage de bons plans. Et ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme, elle joue également un rôle d'agrégateur dans la structuration de la ville, puisqu'elle peut intégrer d'autres solutions qui vont être de l'autopartage ou de l'alimentation aussi. Et donc, finalement, dans ce triptyque, où on replace la notion de service, je voudrais revenir un petit peu sur la notion d'habiter qu'on a vue au tout début il y a maintenant 45 minutes, je vois le temps filer. Parce que on dit souvent qu'on habite, on habite un logement, mais finalement, nos habitudes nomades et les frontières qui sont affaiblies entre cette notion de loisir, de travail, de résidence qu'on a vue, montrent qu'on habite avant tout une ville. Et on le voit puisque 53% des déménagements, en général, sont liés à une composition familiale et pas forcément au désir d'aller vivre ailleurs, et que 2 déménagements sur 3 sont de courte distance. Et donc, se pose la question de l'environnement spatial dans lequel s'inscrit le projet, avec la question de la mobilité et de la conception urbaine de manière générale. Et finalement, dans la conception du logement et dans la manière dont on va faire les projets, on se rend compte qu'on doit réfléchir à une nouvelle échelle, que même si en tant qu'acteur de l'immobilier, on n'intervient qu'à l'échelle du bâtiment, c'est finalement une conception de la ville qu'on est en train de dessiner et qu'on doit avoir une réflexion qui montre une diversification des formes d'habitat pour pouvoir imaginer des parcours résidentiels qui sont par exemple à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une ville et qui répondent à toutes les diversités de situations qu'on va voir. Et donc on peut se dire au final qu'on peut imaginer des nouvelles formes d'habitat. Pourquoi pas acheter tout simplement des mètres carrés dans un quartier et ensuite bouger de différentes formes d'habitat comme dans un écosystème ou une nébuleuse de lieux qui nous permettrait de répondre à une diversité de situations. Et au final, donc j'avais mis ce triptyque pour penser la conception du logement et revoir les méthodologies qu'on pouvait avoir pour créer la conception du logement. Et on se rend compte que c'est également la manière dont on conçoit et on programme les villes, donc à travers la communauté et les besoins, les espaces bâtis et les infrastructures, à travers également la Smart City et les services et tout simplement la complémentarité avec les stratégies territoriales. Je vois le temps qui file et j'ai encore les enjeux environnementaux que je voulais traiter, donc je vais aller un peu plus vite. Donc finalement, cette conception du logement, on se rend compte qu'elle elle est basée sur une nouvelle approche des besoins, donc qui passe par les parcours de vie et les vulnérabilités, et qui passe également par des enjeux tout simplement de santé via cette question de vulnérabilité. Et pour autant, en parallèle de ça, on a une forte réflexion sur comment est-ce qu'on peut créer des nouveaux logements qui vont répondre à ces nouveaux besoins par rapport à l'évolution de nos modes de vie, alors qu'on est dans un environnement très contraint d'enjeux environnementaux. C'est ce qu'on va voir rapidement ici, c'est qu'au final, ces deux enjeux sont complètement corrélés et qu'on peut avoir une réponse globale qui est assez pertinente. Donc, le logement, comme je le disais, c'est un actif à penser au prisme des enjeux environnementaux. On peut notamment rappeler l'objectif de zéro artificialisation nette. Donc, c'est le projet d'aboutir globalement à aucune perdition de zones naturelles malgré la croissance de la population. Dans cet objectif, on peut rappeler que l'étalement urbain, dans les années 2000, a consommé plus de 1800 hectares d'espace naturel par an. Et sauf que bon, ce chiffre a baissé, je crois qu'il a baissé d'un facteur de 4, donc on doit être à 550 hectares à peu près, mais que le besoin dans l'infrastructure urbaine, il augmente chaque jour, donc il y a encore un travail à mener là-dessus. On voit aussi que la SNBC pousse dans le sens de penser le logement de manière différente, donc notamment sur des questions de rénovation, en pensant également tout ce qui est impact énergétique minimal. Et je pense que dans ce sens, il est aussi nécessaire de rappeler, et ça va contribuer à mon propos plus tard, que les phases de construction représentent 60% des émissions totales de CO2 dans la construction d'un immeuble, et qu'au final, la rénovation est une réponse vraiment durable. Et dans ce sens-là, on peut également citer des orientations qui sont localisées, par exemple la stratégie bas carbone de la ville de Paris ou encore le bâtiment frugal de Bordeaux.
On peut aussi rappeler que le logement, c'est le premier poste de dépense des ménages et qu'il y a un nombre croissant de ménages qui sont en situation d'effort financier excessif. Donc, comme je l'ai dit auparavant par rapport à une question de tension dans le marché, mais également lié à une situation de précarité énergétique. Et donc, on a des solutions qui peuvent être explorées pour réduire ces coûts-là. Donc, ça va être par exemple de penser des modèles d'accession à la propriété qui sont basés sur des baux amphithéotiques, ce qui existait auparavant. Donc, c'est-à-dire qu'on dissocie le foncier du bâti et par exemple, on va être propriétaire du bâti uniquement pour 99 ans. Donc, ça permet de réduire tout simplement les coûts d'accession et de réduire les situations d'effort. Ça va être également de penser la location partielle ou totale de son logement, donc comme on l'a vu auparavant, mais également imaginer le bâtiment zéro charge par exemple, un entretien des parties communes qui peut être fait directement par les utilisateurs, ou alors une stratégie de compensation avec des bâtiments qui sont producteurs d'énergie et qui permettent de réduire les charges du bâtiment. L'autre point, c'est qu'on a vu également que le logement, c'était un déterminant de santé et que la réponse à ces enjeux de santé, elle peut s'articuler, et elle s'articule parfaitement en réalité, avec les enjeux climatiques. Donc, on peut le voir, par exemple, si on traite, si on revient sur la labellisation WELL, qui est une labellisation bâtimentaire en faveur de la santé et qui s'inscrit dans les enjeux de développement durable également, et le traitement des 10 concepts qui traitent, par exemple, si je reprends la question du confort thermique et acoustique, notamment du confort thermique. Le traitement de cette question va s'inscrire avec, par exemple, l'évolution de vagues de chaleur qui va se créer. Je ne vais pas rentrer en détail vu le temps qui reste, mais je vous invite à aller voir le webinaire que nous avons fait sur cette question, sur le WELL, et qui est disponible également sur notre plateforme. Les enjeux de santé, ils passent également par une recherche de proximité de la nature. Donc aujourd'hui, il y a 65% des Français qui souhaitent disposer davantage de nature dans leur quartier, et c'est quelque chose qu'on arrive à faire via le design biophilique, dont on parle énormément également dans ce webinaire. Je vous invite à le faire. Mais donc ce design biophilique, c'est aussi un dispositif qui permet des avantages d'un point de vue environnemental, puisque par exemple les toitures végétalisées permettent une isolation thermique et acoustique. La photosynthèse, donc par les végétaux qu'on va mettre en place, va permettre de faire de la dépollution. Les dispositifs végétalisés pour la gestion des eaux pluviales va permettre le filtrage d'eau sur les bâtiments. Et on va avoir un effet global d'atténuation des effets d'îlots de chaleur sur les villes par l'aménagement de ces zones de biodiversité dans les bâtiments. Ces dispositifs, ils vont être de plus en plus nécessaires, comme je le disais, par rapport à la prégnance de plus en plus importante des situations de crise climatique. Et c'est pourquoi également, dans la conception des logements aujourd'hui, on va devoir penser des zones refuges pour des vagues de chaleur, mais également de manière plus globale, des hébergements mobiles ou démontables ou des bâtiments réversibles. Comme je l'ai dit précédemment, donc, la phase de construction, elle représente près de 60% des émissions totales de CO2 d'un immeuble. Et je pense que c'est important de rappeler qu'on doit donc plutôt s'orienter sur de la rénovation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail analytique de ces schémas. J'en parlais énormément également dans l'autre webinaire sur les possibilités de reconversion de la vacance tertiaire. Mais face aux évolutions du télétravail, on va avoir 3,3 millions de mètres carrés disponibles en Île-de-France. C'est une estimation Natixis. Et c'est un véritable levier pour la reconversion des logements. Et la réversibilité, on a tendance à croire que c'est très compliqué à mettre en place, que justement la transformation des logements est compliquée. Et pour autant, en fait, si on travaille sur un diagnostic au préalable de compatibilité entre le futur programme et le bâtiment existant, ou alors dans la conception, si on intègre des bonnes règles programmatiques de réversibilité, cette transformation d'un actif vers une autre destination, elle est assez simple. Et donc, je vous invite à aller voir ce autre webinaire sur lequel on revient plus sur la technique pour approfondir cette question. Et aussi, ce qui est important de rappeler dans la conception des logements, donc en compatibilité avec ces nouveaux modes de vie, c'est qu'il y a des temps stratégiques qui permettent de répondre à des phases, à des besoins qu'on ne trouve pas forcément dans les modes de conception aujourd'hui des schémas immobiliers. Donc, si je m'explique, par exemple, je reviens très rapidement sur les différentes phases d'un projet immobilier. On a une phase d'occupation transitoire qui est potentielle et qui n'est pas aujourd'hui assez mise à profit.
Et pourtant, les temps d'intensification de ces projets immobiliers pourraient être utilisés pour réaffecter temporairement certains espaces. Donc là, par exemple, c'est l'image que j'ai mise là, c'est un projet de la société Camelot, qui est une société qui permet et qui est intégrée d'ailleurs aussi dans Immowell, qui permet de transformer de manière transitoire certains espaces en logements pour des publics nomades qui ne trouvent pas du coup de réponse immobilière dans les schémas actuels. Et donc, je vais conclure sur le fait que toutes les réflexions qu'on a menées là, elles posent une vraie question dans la transformation de la chaîne de valeur immobilier, donc notamment du rôle de promotion, où auparavant, on avait une étude ex nihilo finalement des besoins avec le fait de pouvoir anticiper un maximum de besoins et un maximum de réponses par rapport à un contexte démographique dans lequel on s'inscrivait. Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir comment est-ce que les promoteurs, les constructeurs, et notamment les promoteurs plutôt, deviennent véritablement des gestionnaires de communautés et vont gérer des services et gérer également de l'entraide, des relations et tout simplement une vie du bâtiment à long terme. Et du coup, je trouve que c'est un sujet passionnant et qui amène beaucoup de nouvelles opportunités sur la manière dont on va concevoir les logements. Alors, je vois qu'il est déjà midi, donc je vais conclure assez rapidement sur la manière dont on peut vous accompagner si vous avez un projet de logement. Aujourd'hui, on peut vous accompagner à toutes les phases de votre projet. Donc, en commençant par tout simplement sourcer un actif si vous êtes dans une dimension de reconversion, en identifiant les actifs vacants, l'identifiant la compatibilité du programme avec les besoins du quartier ou tout simplement avec l'actif à transformer. On peut vous accompagner également sur la partie de programmation et de conception, donc avec une programmation adaptée aux usagers, une programmation innovante qui va être plus basée sur de la co-construction et de la préfiguration. On peut vous accompagner également sur toutes les phases de transformation de votre projet, avec également toute l'étude de réutilisation des matériaux si vous êtes dans un processus encore de rénovation, et également sur les phases d'exploitation par rapport à la performance des usages de votre site. On a une offre en programmation durable, donc qui passe de l'AMO stratégique, donc c'est de la stratégie immobilière globale sur la ville, qui est optimisée par les usages, donc comme on l'a vu dans la première partie, avec également l'étude de nouveaux business models et également l'accompagnement prospectif à la recherche d'actifs innovants, donc par exemple en termes de logement, mais également une AMO opérationnelle, donc par exemple sur la programmation servicielle et digitale, modulable et évolutive, ou alors de mutualisation ou même de recherche d'acteurs. Et enfin, les compétences qu'on peut mettre au service de votre projet, donc sur la domotique, la logistique, mais également le design d'usage, la programmation, l'exploitation et la conception. Donc voilà, j'ai parlé très vite parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est un sujet passionnant pour nous. On espère pouvoir refaire d'autres webinaires sur ces questions-là. N'hésitez pas à aller voir les autres webinaires qu'on a fait sur le logement. Et je vais prendre quelques questions dans le temps qui reste, si vous le voulez. Merci Catherine pour l'ensemble de ce propos. Donc, on a quelques commentaires en particulier sur l'enjeu des centres-villes et sur la nécessité de pouvoir réinvestir ces surfaces vacantes pour les mettre à destination des publics dont tu as parlé. Donc, est-ce que tu peux, je pense qu'on a en partie évoqué cette question de la réversibilité et du changement de destination de certains logements. Est-ce que tu veux apporter quelques éléments complémentaires sur les enjeux qui sont liés à cette transformation des logements vacants ou d'autres types d'actifs vacants pour les remettre sur le marché? Alors, pardon, j'essaie de trouver la question parce que je lisais les autres en même temps. Réinvestir les centres-villes. Alors oui, alors sur la question de réinvestissement des centres-villes anciens, c'est une question assez pertinente puisque c'est quelque chose qui est fortement traité
notamment dans le dispositif Action Cœur de Ville, puisque le dispositif Action Cœur de Ville, aujourd'hui, il touche 5 axes, dont celui du logement, avec une problématique récurrente qui va être notamment celle de l'inaccessibilité de ces logements et de l'insalubrité des logements, puisque c'est dans la conception architecturale des logements qui ont souvent été délaissés ou alors qui appartiennent à des CIC privés ou autres qui n'ont pas forcément la possibilité enfin, qui ne s'en soucient pas, tout simplement. Donc, c'est effectivement une stratégie à mettre en place. Elle fait partie des axes qu'on traite et qu'on cible, notamment dans les objectifs de rénovation et d'arrêt de l'artificialisation nette. Donc, arrêter l'étalement urbain et plutôt se réorienter vers ce type de transformation du logement. C'est une question d'ailleurs qu'on traite dans la question dans le webinaire sur la réversibilité qu'on a fait. Et je pense que on pourra en parler plus en détail avec la personne qui a posé cette question, mais c'est une méthodologie justement sur laquelle on travaille, d'identification des sites qui sont les plus pertinents à transformer et à rénover pour y créer des projets de densification éventuelle si c'est en corrélation avec les besoins et l'amélioration de la qualité de vie, et surtout d'avoir une réponse beaucoup plus fine sur les besoins à étudier et non plus avoir une approche en fait de stratégie programmatique, par exemple d'avoir un développement d'un nombre de logements sur un site, mais d'avoir une qualité de logement et une réponse très spécifique à certains types de publics, et donc de permettre tout simplement de revitaliser des centres-villes en y remettant du public qui souhaite y vivre et qui n'y vit pas encore ou alors qui ne connaît pas encore ces centres-villes. Je sais pas, Gwen, si tu as si tu veux compléter cette réponse. Merci Catherine, c'est très bien. Nous avons aussi une autre remarque qui est sur le fait qu'il arrive que les processus de co-construction soient décevants, dans ce sens où la diversité des publics et la capacité à traiter des tensions dites inévitables dans le commentaire au sein d'un groupe ou d'intérêts divergents. Et donc, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur le contexte de la mise en œuvre de ces opérations de co-construction ou de dialogue pour pouvoir maximiser les conditions de succès d'une bonne réponse aux besoins des habitants? Ouais. Bien sûr, c'est une très bonne remarque et merci de revenir dessus parce que ça veut dire que j'ai pas été assez claire dans mon propos parce que c'était là où je voulais en venir également. Abix, qu'on a cité, c'est une solution technique qui permet de mettre ça en œuvre. Elle a souvent été mise en avant comme la solution qui permettait de faire de la co-construction. Et au contraire, l'habitat partagé, donc au sens de créer un collectif et de faire de la co-construction, c'est avant tout un habitat militant, puisque c'est un habitat qui ne correspond pas au schéma dans lesquels on s'inscrit aujourd'hui. Et cet habitat militant, il peut être construit que sur la vraie désirabilité en fait des futures parties prenantes et aussi des porteurs de projets pour mettre en place ce type de projet de cohabitation. Donc, il faut vouloir cohabiter avec quelqu'un. C'est pas fait pour tout le monde. Et dans ce sens, on a aussi une réflexion sur la conception, donc qui va être permise par exemple et facilitée par des solutions comme Abix, mais également sur la gestion avec des chartes comme celle qu'on a vue pour le toit en partage, et également sur l'exploitation avec par exemple un modérateur ou un gestionnaire à l'échelle de la résidence qui va faciliter la création de communs entre tous les membres de la communauté. Très bien. Je propose qu'on prenne une dernière question pour pouvoir respecter notre midi 10. On a une question sur les logements dans les villes d'équilibre et dans le monde rural, qui sont aujourd'hui des territoires qui sont très sollicités après la crise Covid. Et donc, la question, elle est, voilà, comment fait-on pour traiter aussi ces villes qui sont des villes plus moyennes ou des villes ou des petites villes, voire le monde rural? Alors ça, on peut avoir plusieurs réponses à ça. Nous, on a pris le biais d'aller plutôt sur les agglomérations par rapport à justement la conception des logements et je revenais sur ces nouveaux besoins par rapport au fait que nous ne sommes plus sédentaires dans notre vie quotidienne et qu'on a transformé totalement notre manière de vivre par rapport à notre logement et nos loisirs.
Il y a des tendances. Alors, la question de la ruralité, elle est assez complexe, notamment dans cette transformation liée au nouveau mode de vie, puisqu'on se rend compte enfin, on se rend compte, il y a des études démographiques et sociologiques qui ont montré que les habitants de la ruralité avaient des comportements de plus en plus comme les habitants de zones urbaines, et que finalement, le logement dans la ruralité, il pouvait être pensé de plus en plus comme un logement urbain, mais avec moins de tension financière, plus d'espace, mais avec, disons, une diversification d'usages aussi qui est aussi complexe que la manière dont on va aborder la ruralité. L'autre point, c'est que sur les enjeux de ruralité, on va plus se concentrer sur des notions de qualité de vie et également d'autonomie, enfin d'autonomie, surtout d'efficacité énergétique, et qui sont en fait des enjeux qui sont totalement différents de la manière dont on traite la question du logement en ville, et qui font du coup l'objet d'une réflexion totalement différente. Très bien, je te remercie Catherine pour cette conférence et pour la réponse aux questions. Ce que je vous propose, c'est que pour les personnes désireuses de poursuivre les échanges, vous puissiez prendre contact avec nous par le biais du mail de Catherine que vous voyez affiché là sur l'écran. Je vous souhaite une agréable journée et au plaisir de vous revoir pour nos prochaines prises de parole. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Bonne journée.